Et donc nous repartons à Paris pour retrouver Magali Planès-Bilon et Anne Perraudin, à qui je passe la parole pour la seconde table ronde sur le développement et la fidélisation des talents féminins. Magali, Anne, c'est à vous. Merci. Merci Maude. Merci beaucoup. Donc, on va accueillir les participants de notre table ronde numéro 2. Donc, Marie-Pierre Rixin, Cécile Presta, Loïc Lefantin et Raphaël Pascoubaté, s'il vous plaît. Alors, je vous invite à vous installer. Allez, on joue le jeu. Un petit peu un jeu de chaises. Voilà, merveilleux. Donc Marie-Pierre Rixin, vous êtes députée de l'Essonne. Vous faites l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous êtes l'auteur de la loi qui porte votre nom et qui vise donc à diminuer les inégalités professionnelles et économiques entre les hommes et les femmes. Merci à nouveau d'être parmi nous. Cécile Presta, vous êtes DRH de Clépierre, donc leader européen des centres commerciaux. Bienvenue également à vous. Loïc Lefantin, vous êtes donc responsable diversité et inclusion du groupe SEB. SEB qui est un leader international du petit électroménager. Et donc Raphaël Pascoubaté, merci également d'être parmi nous. Donc vous êtes fondateur du cabinet de formation et de conseil Cicero. Donc vous intervenez auprès des sociétés depuis une dizaine d'années. Merci tous les quatre d'être parmi nous. Nous allons démarrer cette seconde table ronde en posant les enjeux ensemble. Aujourd'hui, le cadre législatif évolue grâce à vous, Madame la députée. Le lien entre la loi qui porte votre nom, le développement et la rétention des talents féminins est évident. Nous allons en rappeler quelques principes. Le premier concerne les entreprises. Elles doivent publier les écarts de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes. Le ministère du Travail rendra ces informations publiques en mars prochain. Le deuxième élément de votre loi, à partir de mars 2026, la loi va imposer aux entreprises de plus de 1000 salariés de compter au moins 30% de femmes cadres dirigeantes et 30% de femmes dans les instances dirigeantes, les comités exécutifs, les comités de direction. Et ce pourcentage même montera à 40% en 2029. Madame la députée, est-ce que les entreprises doivent donc soutenir le développement des talents féminins afin de les amener vers ces fonctions de haute responsabilité? D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre invitation. Avant de répondre à votre question, si vous me le permettez, je souhaiterais rebondir sur l'intervention précédente pour rappeler également que dans le cadre de cette loi qui effectivement, et c'est l'objet de nos échanges de ce soir, et de travailler et de réduire les inégalités professionnelles, mais c'est également réduire les inégalités économiques. Et en effet, dans l'accès à l'entrepreneuriat, et puisque je sais que ces échanges sont accessibles à des étudiantes et à des étudiants, je leur rappellerai néanmoins que la loi donc, du 24 décembre 2021 indique, oblige un certain nombre d'opérateurs de l'État, et notamment la Banque publique d'investissement. Et donc, je tiens à rappeler que dorénavant, à la Banque publique d'investissement, il devra y avoir 30 à 40%, une deuxième étape, de femmes dans les comités d'investissement de la BPI, que la BPI dorénavant doit conditionner ses aides publiques, donc le mécanisme que l'on connaît dégâts conditionnalité, puisque les entreprises qui pourront être soutenues par la BPI doivent dorénavant respecter l'index de l'égalité professionnelle. Et rappeler également que dorénavant, la BPI va devoir également reporter, comme les entreprises, les fonds qui seront alloués selon le genre de la direction des entreprises. Tout cela pour dire qu'il y a encore des inégalités concernant les fonds octroyés, notamment par un opérateur de l'État comme la BPI. Et donc, c'est important aussi de rappeler que nous avons agi sur ce point. Pour répondre à votre question,
Pour répondre à votre question concernant les inégalités professionnelles, en effet, je vais pas revenir sur tout cela, vous en avez suffisamment parlé. Comment les entreprises aujourd'hui peuvent retenir les talents féminins? Peut-être d'abord en leur rappelant l'importance qu'elles ont, le talent qu'elles représentent pour l'entreprise, et puis leur parler également de ce qui compte pour elles. Et j'avoue que les travaux que vous avez menés sont particulièrement intéressants, comme d'ailleurs tous ceux que mène l'Alliance pour la mixité. Et je salue notamment sa présidente qui a beaucoup contribué aux travaux dans le cadre de l'élaboration de la loi. Je le dis parce que c'est sincère. Et je dois dire que le fait que les entreprises positionnent en 4e place, notamment l'importance que peut revêtir les salaires pour les femmes, eh bien, en fait, illustre notamment le pourquoi de cette loi et le pourquoi de tous les engagements législatifs qu'il y a eu concernant les inégalités économiques. Donc, il faut en effet que les entreprises considèrent que le salaire des femmes n'est pas un argent d'appoint, n'est pas un argent de poche, que ce n'est pas une obole, mais que c'est bien un revenu qui est à l'image et à la hauteur du talent des femmes dans une entreprise. Donc, je crois que c'est important aussi que les entreprises peut-être mettent en adéquation à la fois les demandes des nouvelles générations, en effet, et des femmes, mais également leurs pratiques. Et donc, c'est important aussi qu'on ait cette adéquation, me semble-t-il. Merci beaucoup, Madame la députée. D'ailleurs, je vais me tourner vers Cécile Presta et Loïc Lefintin concernant les problématiques éventuelles que vous pouvez rencontrer dans vos entreprises pour développer et retenir ces talents féminins. Peut-être, Cécile, voulez-vous commencer? Alors, nous sommes une entreprise un peu différente dans son genre que les entreprises qui se sont présentées précédemment, parce qu'on intervient dans le domaine tertiaire. On est une entreprise d'immobilier commercial, on est leader des centres commerciaux en Europe. On opère une centaine de centres commerciaux dans les plus grandes villes en Europe. Donc, on a des métiers traditionnels d'immobilier, de gestion immobilière, beaucoup de métiers de la finance, beaucoup de métiers aussi des opérations, d'assistanat. On a une grande variété de métiers, mais qui restent des métiers très tertiaires. Donc, nous, notre problématique, elle est légèrement inversée. C'est-à-dire qu'on a une entreprise qui est à 62% féminine, traditionnellement. Et évidemment, quand on monte dans la hiérarchie, l'écart s'inverse et on perd progressivement des femmes avec les niveaux de management pour arriver à un top management qui finalement est dominé par les hommes à 70% environ aujourd'hui. Alors, on est une petite entreprise de 1100 salariés en Europe, mais on s'assigne tout de même les objectifs de la loi RICSA. On les a déjà atteints au niveau du comité de direction, puisqu'on est aujourd'hui à un peu plus de 30% de représentation féminine, malgré tout sur des postes qui restent majoritairement des postes traditionnellement féminins, postes de RH, communication légale. Bon, on a tout de même 2 femmes patrons de pays et de business unit aujourd'hui, donc on en est très fiers, mais on a cet enjeu d'aller chercher de l'équilibre homme-femme dans nos métiers en travaillant sur la dichotomie des métiers, parce qu'on a des fonctions genrées très masculines et des fonctions à l'inverse très féminines. Notre enjeu est d'aller chercher l'équilibre dans chacune des fonctions. Les fonctions de comptabilité, par exemple, je crois, sont en 64% féminines chez nous. On a besoin d'aller vers une représentativité masculine plus importante, à titre d'exemple. Et puis de féminiser les instances de direction et les niveaux de management. Merci Cécile. Loïc Lefintin, chez vous, chez Seb, on imagine une entreprise très féminine, à tort ou à raison? Bonsoir déjà à tous, à toutes. Comme le micro marche. Ça y est, c'est mieux. Bonsoir, et je profite aussi de faire un petit coucou à mes collègues de groupe SEB, justement, basés en région Rhône-Alpes, donc ils sont à l'EM Lyon dans le forum.
Je vais répondre oui et non à votre question. Oui, dans un premier temps, parce qu'effectivement, il y a une grande dynamique qui s'est instaurée chez Groupe CEP France en faveur d'une plus grande féminisation de nos employés. On est aujourd'hui à 44% de femmes sur l'ensemble de nos salariés. C'est à peu près le même taux pour les managers. 42%, l'objectif, c'est justement d'avoir finalement le même taux entre les managers et les salariés, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne soit pas finalement à égalité. C'est vrai, je rejoins aussi les propos de Cécile, quand on monte dans la pyramide, on s'aperçoit qu'au niveau des postes clés, ce qu'on appelle le top 200 chez nous, on est aujourd'hui à 21%. C'est pas assez. Pourquoi? Parce que ça n'aide pas effectivement aussi les femmes justement à se projeter sur des postes supérieurs en se disant mais ma foi, ça m'a l'air réservé finalement plutôt à un public masculin. Ce qui est faux dans la réalité, on voit une dynamique aussi à ce niveau-là puisqu'on a pris quelques points en quelques années, on est passé de 11% à 21%, mais c'est pas suffisant. Donc ça nécessite encore des actions concrètes pour éviter effectivement que ça se tasse s'il n'y a pas une démarche volontariste pour y arriver. Donc l'objectif pour terminer, très clairement, c'est 25% par exemple dès 2023. Merci beaucoup. Parlons d'accompagnement. Je me tourne cette fois-ci vers Raphaël Bascopaté. D'après vous, est-ce que vous diriez plutôt que le frein vient des talents féminins ou est-ce les entreprises qui n'aident pas à ce développement et à cette rétention? Bon, c'est un peu qui est le premier de l'œuf ou de la poule. Alors moi, c'est vraiment un point de vue très empirique. Hein. J'accompagne des entreprises qui sont plutôt des grosses entreprises. C'est difficile de répondre. Je dirais qu'il y a deux types parmi mes clients. Il y a deux types d'entreprises. Il y en a qui encore, il y a, je dirais 5-7 ans, je pouvais animer des séminaires de direction générale pour des grosses banques où c'était voilà, le règne du mâle blanc de plus de 50 ans, avec une ou deux femmes perdues autour de 50 hommes. En gros, c'était ça la répartition. Et ces mêmes groupes... Le cadre législatif a du bon, donc c'est plutôt rassurant, mais en même temps inquiétant de se dire qu'il faut une loi pour parvenir à changer. C'est-à-dire que voilà, est-ce qu'on attend de la loi à tout ou est-ce qu'on est moteur au départ? Merci Raphaël. Merci. Alors concrètement, on est tous en phase sur les problématiques que l'on peut rencontrer. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on met en place dans les sociétés pour développer justement ces talents? Alors effectivement, il y a la loi, mais qu'est-ce que font les entreprises elles-mêmes? Alors Loïc Lefantin, lorsqu'on a préparé cette table ronde, vous avez dit déjà avant toute chose, il faut détecter ces fameux talents féminins dont on parle. Et alors comment vous faites exactement chez SEB? Oui, bah effectivement, talent, c'est un grand mot et je me suis dit, mais avant de répondre, finalement, comment ça se passe chez nous en termes de sélection et de processus, en fait, parce que c'est grâce à ça, après, qu'on peut vraiment mieux les accompagner. Nous, on a plusieurs outils, dont un qui s'appelle la 9box, qui est en gros une sorte de matrice qui va croiser la performance de l'individu, homme-femme, et aussi son potentiel dans l'entreprise, notamment par rapport à ses soft skills. Donc, on est tout en haut à droite de cette matrice. Effectivement, on est du coup classé ou considéré comme un talent, soit en devenir, soit effectivement déjà un talent qui doit être du coup accompagné avec un accompagnement, j'ai envie de dire, plus personnalisé et spécifique pour lui donner encore plus toutes les chances déjà de rester, de s'épanouir et d'accéder à un poste à niveau supérieur. D'accord, alors ces talents maintenant sont détectés, en tout cas au sein de SEB. Et ensuite, donc concrètement, quelles sont les actions que vous mettez en place pour développer ces fameux talents? Donc on a plusieurs solutions d'accompagnement qui ne répondent pas forcément au même objectif, en fait. J'ai envie de dire que, en tout cas, les talents féminins, je pense notamment à un outil d'accompagnement qui leur a été dédié dans un premier temps, qui était du co-développement.
On a remarqué que bien souvent, il y avait un sentiment d'isolement chez les femmes pour prendre des décisions stratégiques, peut-être un manque de confiance dans un univers encore assez masculin dans certaines instances. Et donc, ce co-développement va réunir 8-9 personnes. Pour le coup, c'était uniquement des femmes au début. Une personne va venir avec sa problématique. Et puis, sous forme d'intelligence collective, il y a des questions, de l'écoute bienveillante, des solutions innovantes vont être trouvées grâce à ce collectif féminin. Les feedbacks ont été absolument hyper encourageants. Et effectivement, on a entendu de ce public féminin, oui, ça fait du bien pour avancer professionnellement, ça fait aussi du bien personnellement de se retrouver, parce que les sujets parfois sont liés. Et effectivement, c'était un espace, on va dire, de confiance pour bien échanger. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de continuer ces co-développements, 100% féminin, mais aussi dans un deuxième temps avec une mixité, puisqu'on part du principe qu'on avance aussi mieux ensemble entre hommes et femmes, mais que parfois il faut toujours réserver ces petits espaces de sécurité, de confiance, tant que, on va dire, l'inclusion 100% n'est pas là. Co-développement, et je peux terminer rapidement sur le mentorat aussi, qui fonctionne très bien. En 2 mots, qu'est-ce que c'est que le mentorat? C'est donner justement aux talents féminins et masculins l'opportunité de rencontrer des personnes membres du COMEX ou membres justement du top 200, comme je l'évoquais, et qui vont avoir en fait 10 sessions dans l'année avec cette personne en mode individualisé, mentoré, mentor. Donc la femme va sans doute, plus souvent rencontrer un mentor homme, c'est d'ailleurs un souhait, et elle va livrer ses craintes, ses doutes, ses demandes, mais aussi ses besoins d'élargir son réseau, et à charge du mentor de dédier du temps et de lui apporter son savoir et ses connaissances. On a remarqué que ça jouait quand même dans les 2 sens, que le mentoré a apporté aussi beaucoup au mentor, son univers, sa jeunesse, son audace. Donc c'était une situation gagnante-gagnante qu'on a aussi noté dans les retours de ce programme de mentorat. D'accord, alors du co-développement, du mentorat, alors spécifiquement dédié aux femmes, ce que je comprends. Cécile, chez Clépierre, qu'est-ce que vous faites? Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé lorsqu'on a préparé, mais finalement qui est hyper important, je crois, c'est de faire de ce sujet un sujet dans l'entreprise et de le monitorer, de le suivre, de le piloter avec des chiffres et de regarder où on en est. Parce que finalement, les progressions, les tendances s'inversent très vite parce qu'on a parlé tout à l'heure de volatilité des talents actuellement et du fait qu'il y a une grande mobilité, pour reprendre le terme de Corinne. C'est vrai, nous on le voit depuis un an, on a du mal à comprendre ce qui se passe sur la volatilité, c'est-à-dire que les envies de mobilité sont fortes, tant en interne qu'en externe. Nous, notre enjeu, il est de suivre ça. Donc d'un point de vue quantitatif et donné, il est très important de le suivre pour nous assurer que les choix que l'on fait sont les bons. Et le deuxième, parce que c'est fragile, on pourrait très vite se retrouver dans une situation inversée. Pardon, je fais trop de bruit avec mon micro. Et la deuxième chose, c'est de nous assurer qu'on a des process non discriminants et que des process, que ce soit le recrutement, la promotion, la formation, que les prises de décision suivent des règles dans la mesure du possible, les plus équitables ou en tout cas les plus harmonisées possibles entre toutes les fonctions dans l'entreprise. Nous assurer qu'on a des femmes dans les panels de recrutement. Nous assurer qu'on remplit nos pipelines de succession systématiquement avec des hommes et avec des femmes. Enfin, regarder et passer tout ça au crible finalement de la donnée et de l'objectivité. Et pour en revenir à votre question, pardon, sur le mentorat et les outils de développement, nous, on n'a pas fait le choix de dédier spécifiquement un programme de développement à des femmes. Pour autant, on s'est beaucoup interrogé. On n'a pas la réponse sur l'efficacité et je pense que vous l'auriez davantage de par votre expérience. Mais nous, on a considéré que la problématique de prise de confiance pour progresser dans sa carrière et d'acquisition d'un certain leadership, d'une certaine posture, d'un certain impact dans la façon de se positionner, elle est la même pour une femme que pour un homme. Alors peut-être plus aiguë et pas sur les mêmes sujets pour une femme, mais finalement le problème, la nécessité d'accompagner est la même. Et du coup, on a décidé pour une année de tester ça, de mettre plus de femmes dans nos programmes, considérant que peut-être le besoin était plus important pour les femmes, mais de conserver des programmes hommes-femmes. Mais ça n'est peut-être pas la recette.
Raphaël Vascoulpaté, vous voulez peut-être rebondir sur ce que vient de dire Cécile? Oui, non, mais je suis assez d'accord parce que les premières fois qu'on m'a interrogé sur le leadership au féminin, par exemple, comme de bâtir un programme sur le leadership au féminin, je suis quand même interrogé sur enfin, quand on commence à travailler, on va se dire mais qu'est-ce qui va être si particulier chez une femme pour être leader, voilà. Et je trouve que c'est intéressant cette question-là parce que moi aujourd'hui on me demande de plus en plus des programmes, on va dire genrés, même si il y a plusieurs approches possibles. Et je pense que une approche de se dire que c'est toujours autour de thématiques principalement enfin moi après c'est ma spécialité hein, le soft skills autour de la thématique de oser alors oser demander, oser dire beaucoup, oser affronter une conversation difficile, voilà, donc on va travailler sur l'assertivité. Et alors il y a deux approches, soit on demande que ce soit vraiment brandé féminin, c'est-à-dire que c'est réservé aux femmes, ou alors c'est une thématique qui va être, comme dans le cas de Cécile, une thématique qui pourrait être menée pour des hommes et des femmes, et voilà, où l'entreprise va favoriser plus ou moins les femmes. Vous voyez finalement deux exercices à cela. Alors, deux exercices. Donc, on parlait de co-développement, mentoring, le suivi, le monitoring des indicateurs et suivre ça dans le temps et que ce soit davantage normé. Vous soulignez le fait qu'il y a deux écoles, les entreprises qui prennent le parti d'avoir des programmes dédiés et d'autres qui prennent le parti d'avoir des programmes mixtes. Donc, on est d'accord en vous écoutant que finalement, ce qui permet aux femmes de développer leur carrière, c'est de leur donner des outils concrets au jour le jour. Finalement, plus globalement, est-ce que ce n'est pas aussi les inciter à développer leur réseau professionnel? Et alors, évidemment, j'imagine que dans une logique de rétention des talents, ce qui vous intéresse particulièrement dans vos cités respectives, c'est notamment développer son réseau professionnel interne. J'imagine que Loïc et Cécile, vous aurez des éléments à nous partager sur le sujet. Nous, on l'encourage pour les hommes, pour les femmes, en tout cas pour toutes on voit bien que la clé pour faire carrière dans une entreprise, c'est d'avoir les clés justement pour évoluer. C'est l'importance d'être connu autant que de connaître. Et du coup, nous, on a un réseau qui s'appelle All Connected, qui a démarré en France et qui invite des femmes plutôt top managers à se réunir autour du sujet de la mixité et à pousser des sujets, à créer des sujets qui nous semblent être les bons pour ouvrir des portes aux collaborateurs de Clépierre et les aider à construire leur réseau professionnel. Alors, on en discutait tout à l'heure, on s'est interrogé sur la question d'ouvrir ce réseau aux hommes de temps en temps. On l'a fait. Il se trouve qu'on n'a pas été très impactante. On ne considère pas que ça a été une grande réussite. Voilà. Donc, on se cherche encore un peu sur l'ouverture, la non-ouverture. En tout cas, ce qui est important pour nous, c'est que ce réseau perdure, qu'il continue de discuter sur le sujet de la mixité et d'innover de proposer des choses pour faire progresser le sujet. Le temps défile très, 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 très vite. Et donc, on a sur cette partie de rétention, développement des talents, bien d'autres aspects de fidélisation qui peuvent être faits pour garder, d'ailleurs dans la préparation, on parlait de termes de fidélisation plutôt que de rétention des talents féminins, qui est un terme un peu plus propre. Concernant les autres pans de votre loi, il y a également l'équilibre de vie personnelle, vie professionnelle, pour éviter que ces femmes n'accèdent pas à certains postes, notamment ce qu'on appelle l'opting out. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui peut être proposé, Madame la députée, sur ces sujets qui peuvent être sur à la fois l'égalité salariale ou l'environnement qui permet à ces femmes parfois d'accéder à des postes de responsabilité, mais où parfois l'équation d'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, où les cultures d'entreprise ne sont pas toujours parfois favorables? Comment font-elles pour se positionner, pour ne pas dire non finalement, pour ne pas prendre des postes à responsabilité? Alors, je vais vous faire une réponse qui, je crois, englobe également une réaction que je voulais faire aux interventions précédentes. Dans tout cela, lorsqu'on parle de la place des femmes
dans les postes de direction, évidemment, le point de vue que j'ai ici n'est pas le point de vue d'une entreprise et c'est avec beaucoup d'humilité que je le formule parce que je sais à quel point les entreprises aujourd'hui travaillent sur ces aspects-là et sont très engagées pour de diverses raisons. Mais mon point de vue, ce que je souhaiterais vous dire là maintenant, c'est qu'il y a des mécanismes évidemment endogènes, j'ai envie de dire, qui sont propres aux femmes et sur lesquels il faut peut-être cultiver et qui ne sont pas propres aux femmes, nous sommes bien d'accord, c'est peut-être parce qu'ils sont probablement culturels et que depuis un certain nombre de décennies, on nous a également imbibés de cette culture également peut-être inégalitaire, mais il y a quand même des mécanismes qui sont exogènes. Et on ne peut pas, puisque c'est une forme de révolution, que celle de partager le pouvoir économique, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit ici, c'est de partager un pouvoir qui était jusqu'à présent essentiellement exercé par des hommes. Notre capitalisme, notre mode d'exercer aujourd'hui ce pouvoir économique, il évidemment date pas d'aujourd'hui, il est le fruit aussi d'une histoire économique, disons-le, qui est quand même très patriarcale, qui date du 19e siècle, où les codes ont été faits par des hommes pour des hommes. Et là, aujourd'hui, en fait, ce que l'on demande souvent, c'est à des femmes d'intégrer ces codes d'hommes pour se faire une place dans ce monde d'hommes. Moi, je me dis peut-être que ce n'est pas aux femmes d'être mentorées et donc d'intégrer ces codes d'hommes. Je me dis peut-être que c'est à la société, d'une manière générale, et on reviendra au congé paternité, et peut-être aussi aux entreprises, au milieu économique, de se mentorer lui-même et de se coacher lui-même, peut-être pour faire évoluer, femmes et hommes ensemble, des règles qui seraient des règles pour les femmes et pour les hommes. Et je le dis de manière non pas, comment dirais-je, je ne suis pas là en train de brandir un étendard, mais je crois vraiment que c'est le point principal. Et pour rejoindre, pour répondre à la question qui est la vôtre et qui finalement est la même, notre société, parce que là finalement on parle du partage du pouvoir économique, c'est bénéfique évidemment pour les individus, pour les femmes comme pour les hommes, pour les entreprises, je crois qu'ici tout le monde a cette conviction, mais c'est évidemment bénéfique pour notre économie et pour notre équilibre social. Parce que je crois que sur la table ronde précédente, il a été dit qu'effectivement c'était assez étonnant de se dire que lorsqu'on parlait de conduire des trains, de se dire que ce serait uniquement des hommes et donc on se prive d'une partie des talents, peut-être se dire aussi que c'est une folie de se dire que les enfants soient uniquement élevés par des femmes. Peut-être que ce serait bon que nos enfants soient élevés par des femmes et par des hommes, qu'on recrée un équilibre social. Et Olof Palme, le Premier ministre suédois, dans les années 70, lorsqu'il a travaillé sur ce fameux congé parental, a d'abord expliqué à la société suédoise que pour émanciper les femmes, il fallait d'abord émanciper les hommes. Et que peut-être les hommes avaient eux-mêmes envie de se libérer de ce carcan, de ce pater familias qui leur pesait sur les épaules. Ils n'avaient pas forcément envie d'être celui qui ramenait l'essentiel du revenu à la maison et qu'ils avaient peut-être aussi envie de vivre l'aventure d'être soi, comme le disait Simone de Beauvoir. Donc oui, évidemment, nous devons travailler sur des mécanismes comme celui du congé paternité. Vous le savez, le congé paternité maintenant est obligatoire donc sur 7 jours, possible sur 1 mois dorénavant. Moi, je plaide évidemment non seulement pour son allongement, mais je plaide également, surtout, pour que l'on revoie la question de la parentalité de manière générale. On ne peut pas imaginer parce que c'est une réalité en France aujourd'hui, le fait que la maternité et la parentalité pèsent beaucoup sur les femmes et la représentation que l'on a également sur la place des femmes dans une entreprise. Parce que lorsqu'on parle du congé maternité, évidemment, on ne pense pas qu'au congé maternité. Le fait d'avoir un enfant, ce n'est pas uniquement s'absenter pendant 3 mois. C'est aussi ce que cela implique en matière de présence auprès d'un enfant. Donc, effectivement, il faut que ces tâches parentales soient partagées de manière à ce que, on recrée un équilibre et que les femmes puissent également se libérer du temps pour elles-mêmes et libérer du temps pour leur vie professionnelle et avoir également la disponibilité d'esprit que cela exige d'exercer des postes de direction. Merci beaucoup. Peut-être en arriver sur les étapes de conclusion, parce que
Oui, le temps presse également. Je pense qu'on a couvert un certain nombre de sujets qui étaient importants de couvrir sur cette deuxième table ronde. Des sujets qui sont repris notamment et en grande partie dans la loi Rixain. Alors, si on s'arrête 2 petites minutes sur la loi Rixain, sans trahir de secret évidemment, est-ce que vous pouvez nous partager les premiers feedbacks de cette loi, les feedbacks terrain qui vous remontent? Alors peut-être d'abord, et je salue Claire Poisson qui est là et je la remercie également pour tout le travail qu'elle a mené également avec l'Association des femmes juristes sur ce texte. Cette loi leur doit beaucoup. Dire que la loi effectivement a été adoptée, donc le 24 décembre 2021. Vous savez que pour qu'une loi soit mise en œuvre, il faut qu'il y ait des décrets d'application. Même si on a limité le nombre de décrets dans le cadre de ce texte, il y en a eu un certain nombre. L'ensemble des décrets ont été publiés. Il y en a un dernier qui doit être publié en tout début d'année 2023 et qui le sera. Donc voilà, le texte aujourd'hui est applicable. Rappelez peut-être quelques éléments précis. Le fait que, effectivement, vous l'avez dit, à partir du 1er mars 2023, donc depuis le 1er septembre, les entreprises doivent publier sur leurs propres outils de communication. À partir du 1er mars 2023, ce sera sur un site donc dédié, ouvert depuis 10 jours par le ministère du Travail. Dire que les entreprises de 1000 salariés ont donc cette obligation, mais que les entreprises qui ont moins de 1000 salariés peuvent quand même publier sur le site. Donc, à elles aussi éventuellement d'être dans une démarche volontariste. Dire également, parce que je crois que c'est important, que la définition des instances dirigeantes est donc définie dans le cadre de la loi. On a écrit cela dans le cadre du Code du commerce et que la définition n'est pas à la manne des entreprises, mais bien définie par la loi. Je dis ça très simplement parce que d'abord le texte n'aurait pas été constitutionnel et donc je me permets de rappeler qu'aujourd'hui ce sont les COMEX, il faut les codir. Vous savez, la loi va être définitivement applicable dans 10 ans. Pour imaginer que l'instance de direction soit un comité de management, par exemple. Et donc, la définition aujourd'hui est très précise. Ce sont les cercles, enfin, l'instance de direction qui accompagne la direction de l'entreprise régulièrement dans sa prise de décision. Donc, je crois que c'est important de le rappeler. Dire aussi que tous ces jalons, ce ne sont pas de multiples contraintes pour les entreprises, mais que l'idée est bien d'être dans une démarche d'accompagnement. Parce qu'en effet, dans 10 ans, il y aura des obligations, enfin un peu moins de 10 ans maintenant, des obligations pour les entreprises et que les efforts réalisés par les entreprises seront mesurés à l'aune de la démarche qu'elles auront suivie au cours de ces 8 à 10 ans. Donc, le fait effectivement de publier sur ses propres outils, d'être dans une démarche de transparence, d'avoir publié ces éléments sur le site du ministère du Travail, montrera aussi une démarche de bonne volonté au cas où on n'atteigne pas pour certaines entreprises pile le quota exigé. Donc, je crois que c'est important de rappeler que tout cela, effectivement, est un accompagnement, j'ai envie de dire, entre effectivement le législateur, parce qu'il fallait légiférer, et les entreprises, avec toutes les contraintes qui sont les leurs et que l'on mesure. Et peut-être un dernier mot pour dire que je mesure également que toutes les contraintes ne peuvent pas peser sur les entreprises et que toute la responsabilité de la difficulté des femmes d'accéder à des postes de direction ne peut pas reposer sur les entreprises et qu'il faut également que l'enseignement supérieur joue son rôle. On l'a vu ce soir, c'est le cas pour certaines d'entre elles. Et on a besoin des établissements d'enseignement supérieur de manière beaucoup plus proactive. Et c'est possible, il n'y a pas de fatalité, avec des indicateurs très précis et la loi l'exige également. On va pouvoir travailler également sur le fait d'attirer les talents et de les retenir. Merci beaucoup. Merci à Merci, voilà qui conclut parfaitement notre table ronde numéro 2. Merci encore pour le temps que vous nous avez accordé. Et puis, on vous invite à rejoindre. Vous pouvez en partage. Merci beaucoup. Merci infiniment. Un grand merci en effet pour ce second échange très, très intéressant, passionnant